La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Comment impliquer les structures de recherche dans la mise en œuvre du plan national de développement PND? Il faut d'abord les revaloriser et c'est à cela que réfléchissent depuis ce matin les acteurs à Lomé. Vous les découvrirez et vous les écouterez dans cette édition. Et puis la modernisation des anciens quartiers au Togo, tel est l'un des chantiers du gouvernement Toméga Dobé. De quoi sera-t-il question et à quelle fin? Les réponses dans cette édition. Voilà donc pour les titres. L'organisation et l'encadrement des structures de recherche togolaises en lien avec le plan national de développement PND et les écoles doctorales. C'est le sujet sur lequel l'ensemble des acteurs du monde de la recherche au niveau national ont échangé ce matin à Lomé, et ceci pour un meilleur impact sur le développement de notre pays. Le compte rendu avec Christine Fetcheki-Aloudé. L'Université de Lomé dispose de 55 structures de recherche accréditées, 3 écoles doctorales, 4 centres d'excellence et des laboratoires. Toutes ces structures n'exercent pas sans difficulté. Les acteurs du monde de la recherche sont ici mobilisés. Ils échangent sur le management et l'encadrement nécessaire pour un meilleur fonctionnement des structures de recherche au Togo. Le plus important pour nous, c'est l'organisation. C'est la restructuration donc, de ces structures de recherche. Parce que les moyens ne viennent que lorsque vous êtes bien organisé, bien structuré. Les écoles doctorales ont été mises à jour. La formation des docteurs suppose la recherche. Nous avons étendu l'atelier à l'ensemble des structures de recherche au plan national pour voir comment les acteurs de la recherche font d'abord la recherche et comment les aider à mieux s'organiser à ce que la recherche puisse impacter véritablement le développement. La prédominance de la recherche individuelle, la dispersion des forces, des moyens et la faiblesse du pilotage de la recherche sont également notés par l'Agence universitaire de la francophonie comme des freins à la recherche. On ne peut plus avoir une structure de recherche pour une structure de recherche. Elle doit être crédibilisée parce que les résultats et la crédibilité des enseignants comme des structures en dépendent. Les outils adéquats en matière d'organisation et d'encadrement sont des éléments pertinents devant aider à impacter positivement la recherche. Pour atteindre les objectifs que nous assignons à la recherche, la question des moyens, notamment le financement, constitue un enjeu national majeur. Je salue l'engagement du gouvernement togolais qui, malgré les sollicitudes dans tous les secteurs, est résolument engagé dans une politique nationale de recherche à travers les financements innovants. Le lien avec le PND est une aubaine pour la recherche qui doit désormais jouer sa partition dans le processus de développement du Togo. Cette activité jette les bases pour la concrétisation des objectifs fixés par la politique nationale de la recherche au Togo. Le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD a eu une séance de travail avec le conseil de l'université de Kara. Il s'est agi de faire l'état des lieux du partenariat qui existe entre les deux institutions et se projeter dans l'avenir. Depuis Kara, la correspondance de Nestor Mozo. Depuis 2018, le programme des Nations Unies pour le développement appuie l'université de Kara sur la formation en planification du développement. Cette année, le PNUD a demandé à l'université de Kara d'accompagner 5 communes pilotes dans un projet dénommé Décentralisation et localisation des objectifs de développement durable. La rencontre du représentant résident du PNUD avec les autorités et les autres acteurs de l'université de Kara a porté sur l'évaluation de ce partenariat. Partenariat qui va prendre une nouvelle dimension avec la sollicitation du PNUD par l'université de Kara de la soutenir dans sa mutation numérique. Nous devons absolument former des cadres compétents en matière d'éthique.
Et là, monsieur le représentant résident nous a annoncé la volonté de son institution à accompagner l'université de Kara dans ce programme de mutation numérique à partir de 2021. Ceci va nous permettre d'améliorer ce qui se fait déjà en termes d'équipement notamment, mais aussi en termes de formation des ressources humaines. Le représentant résident du PNUD Togo s'est dit satisfait des résultats enregistrés sur les projets sur lesquels son institution et l'Université de Kara sont partenaires. Par rapport à la mutation numérique de l'Université de Kara, le PNUD va l'accompagner avec une enveloppe de 100 millions de francs CFA. Et le PNUD va donner en 2021 une enveloppe de 200 000 $, quelque chose comme 100 millions de francs CFA à l'université, pour essayer de commencer à regarder cette question de mutation numérique avec certainement des équipements qui vont être acquis, etc. Donc c'est pour dire simplement que nous avons une très bonne relation de travail, une très bonne collaboration avec l'université. Le représentant résident du PNUD de Togo a, au cours de son passage à l'université de Kara, visité quelques réalisations de cette institution, notamment l'agropole gingembre qui produit les huiles essentielles à partir des plantes aromatiques. Il a aussi rencontré les étudiants en master en planification du développement pour échanger avec eux sur les perspectives pour l'année 2021. Le programme des Nations Unies pour le développement, justement, a initié du côté d'Atakpamé une rencontre à l'endroit des acteurs communautaires engagés dans la promotion de la paix. La rencontre veut permettre de réfléchir sur les actions susceptibles de préserver la paix, la sécurité et la cohésion sociale pour un développement harmonieux, durable. Depuis Atakpamé, la correspondance de Silver Abdou. Bâtir une croissance durable à travers la consolidation de la paix et la promotion des droits de l'homme. Le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, s'est lancé dans cette dynamique pour accompagner le Togo dans la prévention des conflits et violences à travers son projet destiné à renforcer les actions des acteurs impliqués pour une meilleure intervention sur le terrain. L'ensemble de ces acteurs, notamment ceux des plateaux et de la maritime, bénéficient donc de cet acquis pour mieux contribuer à la préservation de la paix au Togo. Il s'agit donc pour eux de communiquer cette dynamique aux populations pour que chacun soit un acteur de la paix. La paix et la sécurité étant les sous-bassements premiers du développement durable de tout pays. Ce que le chef de l'État prend soin de nous communiquer chaque jour. Nous savons qu'il s'agit d'inviter toute la population à militer en faveur de la paix pour que nous tous nous puissions vivre paisiblement. Le projet est piloté par WANEP Togo. Cette ONG entend harmoniser les interventions des structures locales en vue d'une synergie d'action entre elles pour une meilleure gestion des conflits destinés à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale. Ensemble, nous allons voir comment mieux interagir sur le terrain parce que le constat est là, il n'y a pas d'interaction, c'est assez faible. Donc c'est tout simplement pour mieux apporter la paix dans notre communauté et protéger les droits humains dans notre communauté que nous voulons ensemble mieux nous connaître d'abord et ensuite définir ensemble comment interagir région par région. À terme, il s'agit de faciliter une meilleure interaction entre les différentes structures locales de prévention et de gestion des conflits en vue d'un rendement efficace en matière de paix et de protection des droits humains au Togo. En octobre dernier, la chef du gouvernement Victoire Tomiga Dobé a annoncé donc qu'une attention particulière sera accordée aux quartiers anciens, des zones qui connaissent des dégradations. Le nouvel exécutif veut rendre ces quartiers plus attrayants et ils seront dans les prochains mois modernisés. Les explications dans ce dossier signé Edem Sissoko. La question des quartiers difficiles, des vieux quartiers, nous les connaissons dans la zone périurbaine, les Zongo, c'est des quartiers qui connaissent des situations, des problèmes d'assainissement. Et donc, nous pensons que même si nous avons des programmes de manière générale vis-à-vis des groupes vulnérables, il faut accorder une attention particulière à ces zones-là. Moderniser les anciens quartiers, l'autre priorité du gouvernement Dogbé. L'enjeu consiste à requalifier les anciens quartiers et à leur donner une nouvelle attractivité. Des zones qui connaissent des problèmes d'assainissement, d'inondations récurrentes,
en période de pluie. Elles manquent souvent d'infrastructures socio-communautaires de base. Celles qui existent sont en état de dégradation et ne répondent plus aux défis de l'heure. Ces localités se sont au fil des années dégradées en partie à cause de la démographie galopante. Les anciens quartiers ciblés sont devenus des endroits où l'on observe des dépotoirs anarchiques. Bientôt, et grâce à des projets coordonnés, les anciens quartiers tels que Zongo, Adakpame, Adamavo, Kanikope, Atikpa, Badago, pour ne citer que ceux-là, auront des espaces publics valorisants ainsi que des infrastructures socio-communautaires modernes. À la base, on adhère à l'initiative. Cela va soulager autant que faire se peut les difficultés que nous rencontrons dans ces quartiers. Cela va donner un peu plus de poumon économique à notre pays. Et parlant de grands quartiers, je crois que c'est pratiquement tous les anciens quartiers donc de la ville de Lomé. En termes de priorité, nous parlerons de la viabilisation d'abord. Et pour qu'un quartier soit viable, il faut que ce quartier soit bien desservi, soit bien éclairé. Alors nous parlerons d'abord des voiries et des réseaux divers, donc des VRD. Mais lorsque nous parlons des VRD, il faut parler des infrastructures d'assainissement et de drainage. Dans nos quartiers, la plupart du temps, c'est des infrastructures vétustes. Aujourd'hui, le canton de Baie est confronté à divers problèmes de développement. C'est un vieux canton. Et si vous voulez prendre le canton de Baie par rapport à la ville de Lomé, c'est un village dans la ville de Lomé. Par rapport à ses habitations, aux infrastructures, les latrines publiques, il y a certains quartiers qui en ont, certains quartiers n'en ont pas. Le problème aussi des dépotoirs sauvages. Si on peut avoir des dépotoirs intermédiaires, dans la ville ouest du canton de Baie n'est jamais dragué. Par contre, le lac Est est déjà 2 fois dragué. Si on peut nous aider à draguer le lac ouest du canton de Baie, je crois que ça va nous aider à pouvoir recueillir les eaux pluviales pour éviter un certain nombre d'inondations. À Blogami, sur la nationale numéro 2, en bordure de mer, en plein conseil de trône, nous avons été reçus par le garant des us et coutumes, Togboui Mizombleu Ogomebou 4. Le quartier créé avant les années 1800 a les mêmes priorités en matière de développement. Un grand merci au président de la République. Parce que grâce à son initiative que nous découvrons maintenant les choses. C'est avec une grande joie que nous avons appris cette nouvelle. Et dans son programme du gouvernement, qu'elle a pensé au vieux quartier, pendant la saison de pluie, nos rues deviennent peut-être impraticables. Sur le plan d'hygiène, il nous manque des latrines. On n'a pas de centre culturel, c'est seulement les sœurs qui nous offraient avant. Au niveau des centres médico-sociaux, on n'en a pas du tout. C'est le centre de Gbenyedi que nous utilisons d'habitude. On a des fontaines publiques, certes, on en a jusqu'à 8. Mais sur les 8, il y a seulement 3 qui sont fonctionnels. Dans les prochains mois, ces zones seront mieux desservies et plus vivables. Cela nécessite d'énormes investissements. S'occuper des quartiers historiques et leur donner vie dans un objectif de mixité sociale pour qu'aucun Togolais ne soit laissé de côté. Et hier, la cellule du climat des affaires au Togo a présenté la carte des scores du Millennium Challenge Corporation MCC. Le Togo a réalisé une bonne performance. 15 indicateurs sur 20 ont été validés et le pays compte maintenir le cap et atteindre le seuil escompté. Nous retrouvons Edem Sousoupo pour des précisions. Le Togo confirme son statut de réformateur. Il fait partie du peloton de tête des pays ayant validé plus d'indicateurs MCC. C'est ce que indique clairement la carte des scores 2021. Et le Togo réalise un progrès en validant 15 indicateurs sur 20 contre 14 sur 20 respectivement en 2019 et 2020. Le score du Togo se situe sur la médiane pour l'indicateur efficacité des pouvoirs et juste en dessous de la médiane pour les indicateurs droits politiques et dépenses pour la santé.
Pour la 5e année consécutive, le pays a donc satisfait les 3 critères d'éligibilité au programme compact du MCC. Il s'agit de la validation de l'indicateur contrôle de la corruption, de la validation d'au moins un des indicateurs des droits démocratiques et de la validation de la majorité des 20 indicateurs avec au moins un indicateur ouvert dans chaque catégorie. Toutes ces réformes opérées traduisent la volonté des plus hautes autorités du pays à transformer structurellement l'économie nationale. Cela favorise également la création d'emplois et de richesses. Au niveau du foncier par exemple et de l'accès au crédit, les réformes sont patentes. Le droit foncier, je me rappelle toujours quand on a commencé cet exercice, le foncier était un des indicateurs de défi pour nous. Le cadastre a digitalisé tous les titres fonciers. Ils sont arrivés à faire des sacrifices en supprimant des procédures et donc en réduisant les délais de délivrance de titres fonciers, notamment les délais de détention de propriété. Aujourd'hui, en moins de 6 heures, vous pouvez faire votre demande en ligne et avoir votre titre de propriété. Contre pratiquement 2 ans, parfois même 3 ans, pour avoir juste votre transfert de votre propriété. Et donc, cet indicateur était pratiquement zéro pendant 3 ans, 4 ans. Et quand on voit qu'aujourd'hui, on est à 0,74, je pense que c'est le fruit de ce sacrifice-là. Les dispositions qui ont été prises depuis pratiquement 1 an, c'est d'arriver à faire tout pour pouvoir délivrer ce titre foncier en moins de 6 mois. Mais cependant, les 6 mois, pour nous, sont bien beaux. Nous voulons arriver à 1 mois. Et nous voulons que ce titre foncier soit délivré à un coût relativement moindre aussi pour la population. Parce que le Togolais a l'habitude, son premier salaire, c'est trouver du terrain et c'est construire. L'autre indicateur qui est aussi important, c'est l'accès au crédit. La Banque mondiale a mis en place un dispositif, comme on le connaît d'ailleurs dans les pays développés, c'est le Bureau d'information des crédits. Le Togo, comme certains pays de l'espace UEMOA, je pense qu'on est le 3e pays qui l'a déjà implanté, on est arrivé à mettre en place ce dispositif sous le leadership chef de l'État en moins de 3-4 mois, collecter toutes les données. Et aujourd'hui, quand vous demandez de crédit, il suffit d'aller dans la base de données de BIC. Au début, effectivement, il y a eu des réticences des banques parce que ce n'était pas évident. Vous savez bien que quand plus le taux d'intérêt est élevé pour les banques, plus eux, ils en tirent bénéfice. Mais je pense que le travail prochain qui reste à faire, c'est arriver à convaincre les banques à plus utiliser la plateforme et impacter les résultats sur le taux d'intérêt. La priorité actuelle, c'est d'élaborer au plus vite le plan d'action de 2022. Promouvoir la croissance et lutter contre la pauvreté, l'objectif à atteindre révèle beaucoup de sacrifices. Les travaux de réhabilitation et de renforcement des routes nationales numéro 34 qui s'étend de Lomé à Anfouin ont repris et celle numéro 5 qui s'étend de Lomé à Palimé ont démarré. Comment évoluent ces travaux? Eh bien, Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dobé a effectué ce jour une visite de terrain sur ces 2 chantiers. Le reportage est signé Yves Agbevivi. La réhabilitation de la RN 34, Lomé, Vaughan, Anfouin, un chantier au cœur des préoccupations aussi bien des gouvernants que des bénéficiaires. C'est un projet qui avait connu d'énormes difficultés dans le passé. Mais il y a eu beaucoup de rattrapages qui ont été faits. Et le chef de l'État lui-même, quand il s'est rendu dans la localité, a non seulement présenté des excuses du gouvernement, mais il a promis donner toute son impulsion pour que les travaux non seulement reprennent, mais que ça s'accélère. Et c'est chose faite aujourd'hui puisque nous avons constaté que les travaux ont beaucoup évolué. Les travaux s'accélèrent depuis la reprise, évalués globalement à environ 88%. Madame le Premier ministre, Victoire Silemero Tomega Dogbe, ne voudrait pas se contenter seulement des rapports de bureau. Elle est descendue sur le terrain pour toucher du doigt la réalité. Cette visite a conduit la chef du gouvernement à parcourir le tronçon, accompagnée des préfets et élus locaux. Plusieurs arrêts, entre autres, à Djaglé, Harotoé, Akoumapé, Vaughan et Anfouin. Sur son passage, c'est un sentiment de satisfaction pour l'achèvement des travaux. Satisfaction visiblement partagée par les populations. Ça avance. Aujourd'hui, nous sommes très contents parce que les travaux avancent. Entre-temps, c'était laissé comme ça, mais maintenant, ils ont commencé par aménager. C'est un sentiment de joie qui nous anime à Vaughan
Je suis très fier de voir ces travaux qui avancent. Quand cette route-là sera finie, Voga sera une ville très économique parce que c'est les routes qui font les villes. Les routes font les villes, ou la route du développement passe par le développement de la route, dit-on. C'est l'ambition du chef de l'État d'offrir de meilleures infrastructures routières pour le bien-être des populations. Madame le Premier ministre, confiante de l'achèvement de ce chantier dans les brefs délais, partage l'espoir des populations bénéficiaires à qui elle présente encore des excuses du gouvernement. Je voudrais saisir l'occasion pour renouveler des excuses du gouvernement à toute la population de ces localités que traverse cette voie, mais surtout les remercier pour leur patience. Le gouvernement ne fait pas les choses à moitié. Le pont d'Anekor sur la lagune, qui était sur le point de céder, est remplacé par ce nouveau en construction. Ici aussi, les travaux avancent dans les règles de l'art, constat fait par Madame le Premier ministre et son équipe. Et nous reviendrons demain dans nos prochaines éditions sur la deuxième partie de la tournée de Madame le Premier ministre consacrée donc à la route nationale numéro 5 qui va de Lomé à Balimé. Les planteurs privés et communautaires du secteur forestier togolais repensent leur stratégie d'action. C'est à travers l'avant-projet appui au renforcement des capacités opérationnelles et de planification des acteurs du secteur forestier privé et communautaire du Togo. Le projet a été présenté ce jour à Lomé aux différents acteurs impliqués. Le point avec Sonia Aminiko. Les 2 tiers des plantations forestières au Togo sont détenues par les privés et communautés d'après la plateforme des propriétaires de forêts privées et communautaires. Et pourtant, le secteur peine à contribuer à la politique de reboisement enclenchée depuis quelques années par le pays et par ricochet, booster le secteur forestier togolais. L'avant-projet appuie au renforcement des capacités opérationnelles et de planification des acteurs du secteur forestier vient solutionner le problème. Il est ici présenté aux acteurs concernés. Il sera question de regrouper les acteurs par région et les former, les outiller, parce qu'il y a les forêts qui existent, on doit les renforcer et les aménager pour mieux les rentabiliser. À l'issue de ce projet, on va écrire 6 grands projets qui seront beaucoup plus axés sur la production, la transformation et la commercialisation. Ce qui va permettre aux planteurs de mieux bénéficier de son effort. L'État a donné dans le code forestier une place spéciale pour les planteurs privés. Et eux aussi aujourd'hui se sentent obligés de relever le défi qui leur a été lancé par l'État. Et donc, compte tenu du fait qu'ils n'ont pas la subvention de l'État qu'il faut, ils n'ont pas un financement privé aussi adéquat, très adapté avec des taux faibles, ils ne font pas leurs propres moyens. Ils ont décidé maintenant de s'entourer des opportunités qui sont disponibles aujourd'hui, notamment les bailleurs de fonds, les initiatives d'encouragement à l'environnement pour pouvoir conduire des activités sur le terrain. L'initiative reçoit l'aval du gouvernement qui s'inscrit dans la dynamique de la politique de restauration du couvert végétal à 30% d'ici à 2050. Elle est appuyée par l'Organisation internationale des bois tropicaux. La performance au sein des communes est au centre d'une rencontre de prévalidation. Acteurs communaux et partenaires vont pouvoir mieux cerner ce document d'auto-évaluation de la performance des communes élaboré à l'endroit des dites communes. Les précisions avec Marie-Ange Bida. Le processus de décentralisation lancé, les 117 communes du Togo doivent s'exercer à la performance dans la gestion locale. Pour les y aider, un outil d'auto-évaluation des communes est soumis à une prévalidation. Durant cette séance, le document proposé sera analysé et discuté suivant les 5 domaines retenus pour apprécier cette performance. Le premier, c'est l'organisation interne de l'administration communale. Donc le second, la gestion administrative et financière des communes. Ensuite, il y a la participation, l'information et le genre. Et puis, 4e domaine, il s'agit de la prestation de services que les communes offrent à la population. Et le dernier domaine, il s'agit de la mobilisation des ressources. On ne va pas se lever du jour au lendemain
prendre n'importe quel indicateur, ben, ce serait des indicateurs conscientiellement retenus et dont on a apprécié la qualité. On peut utiliser et comparer les communes. Dire qu'une commune est plus performante qu'une autre, il faudra partir sur les mêmes bases. Les communes pourront jauger leurs activités et adopter les mesures correctives aux besoins. Cet atelier fait suite à celui relatif à l'amendement du contenu draft tenu à Kara. La GIZ Podégol et l'Union européenne soutiennent ce projet. À ce jour du mercredi 11 novembre 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 2593, 35 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1792, 29 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 742 et le nombre de décès est de 59, 2 nouveaux décès depuis hier. C'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Depuis 2012, l'ambassade de France et les autorités togolaises célèbrent chaque 11 novembre la journée de l'armistice à Wahala, lieu d'une des premières batailles de la Première Guerre mondiale au Togo. Et cette commémoration consiste à rendre hommage aux tirailleurs africains et autres qui sont tombés sur ce site ce jour-là. Le point de cette commémoration avec Sylvain Abdou depuis Wahala. Sur ce site mémorial reposent des corps de différentes nationalités et ce depuis 1914. Il s'agit des tirailleurs expéditionnaires d'origine malienne, sénégalaise, ghanéenne, mais aussi des Togolais. À leur côté, un officier britannique, un Français et un sous-officier allemand. Tous sont tombés au champ d'honneur à la bataille de Kra, Wahala, le 22 août 1914. Ce site a été un lieu stratégique de 1914 à 1918, une guerre qui a duré environ 4 ans. Et le 11 novembre 1918, un armistice a été signé pour marquer la fin de cette guerre qui a fait beaucoup de victimes dans le monde. C'est cet armistice qui est ici commémoré autour de ce patrimoine historique commun pour rendre hommage à ces combattants tombés au champ d'honneur ce jour-là. Cela fait donc 102 ans la commémoration de cet armistice qui depuis 2012 est observé ici à Wahala après la rénovation de ce lieu historique par l'ambassade de France et les autorités togolaises. Un devoir de mémoire et un moment de recueillement pour rendre tous les hommages qu'ils méritent et surtout appeler chacun à la promotion de la paix. La cérémonie de ce jour doit nous rappeler que le plus sacré de nos devoirs est de travailler pour la paix, de la fructifier partout dans le monde. Quelle que soit notre situation, où que nous soyons, nous devons absolument nous donner tout entier à cet idéal, à cette tâche sacrée qu'est la promotion de la paix et la sécurité, qui sont le fondement d'un développement humain durable. La célébration de la journée de l'armistice ce 11 novembre 2020 a été marquée par ce dépôt de gerbes sur cette tombe des tirailleurs sénégalais, maliens, ghanéens, togolais, ainsi que celle des officiers britanniques, français et du sous-officier allemand. Un acte suivi d'une minute de silence et de la sonnerie aux morts. Une cérémonie conduite par le lieutenant-colonel Régis Lacroix, attaché de défense français, qui se rappelle encore de cet événement historique mondial. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage.
Et sur le site, la France a rendu sa gratitude à 3 officiers de l'armée marine nationale et 5 officiers de la gendarmerie. Des médailles, l'une en or et les autres en bronze, leur ont été décernées pour leur dévouement à la défense nationale. Et toutes nos excuses pour la mauvaise qualité des images. Et des opérateurs économiques sont formés à Takpamé par l'Office togolais des recettes sur le civisme fiscal. Une formation à travers laquelle ils deviendront des pères éducateurs pour sensibiliser à leur tour leurs collègues au paiement des impôts et taxes. Le compte rendu avec Sylvain Abdou. L'Office togolais des recettes OTR dans une dynamique participative, la formation des pères éducateurs pour accompagner la mobilisation des recettes dans la perspective d'améliorer la gouvernance économique et financière au Togo. Une fois formés, les pères éducateurs vont servir de relais efficace de l'Office auprès des populations. Ils s'approprient donc tous les outils liés au civisme fiscal afin de mieux communiquer autour de ce concept et amener les contribuables à comprendre la nécessité du paiement des impôts et taxes. Si un père éducateur n'a pas la bonne compréhension des articles qui se retrouvent dans notre outil, qui est le Code général des impôts et la loi des procédures, et ça serait difficile pour lui de pouvoir aller parler de la fiscalité à ses pairs. Il s'agit pour nous de former un groupe d'opérateurs économiques, ce que nous avons fait l'année dernière, qui sont chargés de sensibiliser d'autres pairs et d'autres opérateurs économiques plutôt au paiement de leurs impôts et taxes. Au niveau des administrations fiscales, qu'un opérateur économique qui paye ses impôts puisse aller sensibiliser, parce que les opérateurs économiques ils sont plus accessibles quand ils se parlent entre eux parce qu'ils partagent les mêmes réalités. La formation a été initiée à travers le projet Appui à la gouvernance fiscale, projet financé par la Banque africaine de développement BAD. Ce projet prévoit dans sa composante 1 l'appui à l'amélioration de l'efficacité et de l'intégrité de la gestion fiscale, un outil pour améliorer la communication à travers les différentes campagnes de sensibilisation. Et c'est sur cette formation sur le civisme fiscal que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Et on le dira jamais assez, protégeons-nous pour éviter le coronavirus. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.